Neckarsulm, die Stadt der NSU-Werke, bekannt in aller Welt. Bonjour à tous, si vous êtes amateur de véhicules anciens, amoureux de vieilles mécaniques et surtout de motos anciennes, alors vous êtes vraiment sur la bonne chaîne. Bienvenue sur la page Les Fous des Pistons. Et aujourd'hui, on va parler de la marque NSU. Et j'ai ici ramené une 350 Consul, donc OST, de 1951. Alors, il faut savoir que ma caméra a un petit défaut, c'est-à-dire que mon écran est pété d'air, donc je ne vois pas du tout ce que je filme. Ce qui veut dire que je fais cette vidéo un petit peu à l'aveugle et j'espère que les images seront cohérentes. Et en attendant, je vais d'abord vous expliquer un petit peu ce qu'est la marque NSU, d'où ça vient, ce qu'ils ont fait. On va essayer de résumer ça assez rapidement. C'est pas forcément facile parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est parti! Alors déjà, on va commencer par le début. Les trois lettres NSU, ça signifie Neckarsulmer Strickmaschinen Union. Et en fait, ça signifie Union des machines à tricoter de Neckarsulm. Neckarsulm, c'est donc une ville en Allemagne. L'entreprise se crée en 1873, tout d'abord donc avec des machines à coudre, et elle se réoriente vers les bicyclettes dès 1886. Les premières autos et motos se construisent au tout début du XXe siècle. 1905 voit donc déjà la première voiture NSU, et en 1922, la firme se tourne vers l'Italie pour acquérir de nouvelles licences. Les voitures avec Fiat seront rebadgées Fiat NSU et les motos avec Lambretta. En 1925, NSU engage la construction d'une nouvelle usine à Heilbronn pour augmenter la production automobile des modèles Fiat. Malheureusement, en 1929, d'énormes difficultés financières vont contraindre NSU à vendre son département automobile à Fiat et évidemment la toute nouvelle usine d'Heilbronn. NSU devient donc par dépit fabricant de motocyclettes. Quel dommage, n'est-ce pas? Pendant la Deuxième Guerre mondiale, NSU conçoit et produit un véhicule autochenille appelé Kettenkrad. Breveté en juin 1939, ce véhicule tout-terrain sera utilisé pour la première fois pour envahir l'Union soviétique en 1941 lors de la fameuse opération Barbarossa. Mais vous croyez vraiment que l'histoire s'arrête ici? Vous imaginez si je m'étais arrêté là, j'aurais sûrement oublié de vous dire que NSU dans les années 50 était devenu le plus gros fabricant de motos au monde? Mais aussi que les modèles de la marque sont détenteurs de records de vitesse dans toutes les catégories de 50 à 500 cm3. Dans ce cas, je ne vous parlerai pas non plus de la NSU Quickly, un cyclomoteur minimaliste qui connaîtra un succès immense en Allemagne, clairement comparable à la mobilette ou au Velosolex chez nous. Plus sérieusement, NSU se démarquera tout le long de son retour vers la prospérité pour sortir des motos extrêmement robustes, fiables et performantes. Les NSU les plus populaires seront parmi les moyennes cylindrées. On pourrait citer par exemple les NSU Fox en 125 deux temps ou les NSU Lux en 200 cm3. Sortira également la génialissime 250 Max, une moto extrêmement en avance sur son temps avec des spécificités extraordinaires, notamment sur son moteur 4 temps à arbre à cames en tête de 18 chevaux. Malheureusement, les années 60 marquent la défaveur du grand public vers les motos pour usage quotidien. À peine un peu plus tard, l'arrivée en force des motos japonaises ne va pas aider non plus. NSU tente donc de retourner dans la fabrication de voitures, car entre-temps, en 1957, elle avait tenté de renégocier son nom auprès de Fiat. Et s'en suivra quelques beaux succès, comme les NSU Speeder, qui adoptent le moteur à piston rotatif, le fameux moteur Wankel, et bien sûr, les très célèbres NSU Prince, appelés plus tard aussi NSU 1000. Alors il faut dire que NSU abandonne assez bizarrement la fabrication de motos, mais alors définitivement en 1966,
Puis entre-temps, elle passe entre les mains de Volkswagen, et puis l'entreprise fait définitivement faillite en 1977. Voilà, on arrive enfin au bout de l'histoire, c'est tout ce que je pouvais vous apprendre sur la marque NSU. Maintenant, revenons à nos moutons, ou plutôt à notre moto du jour. Alors ces modèles-là, les OST, ce sont des monocylindres 4 temps à soupape en tête, donc culbutés, qui sortent au tout début des années 50. Alors je dis bien les modèles OST, parce que en fait les dites consuls sont sortis en 2 versions différentes. La première version, c'est celle qu'on présente aujourd'hui, elle est équipée d'un moteur de 350 cm3 qui développe 18 chevaux. La vitesse maximale est annoncée à 110 km/h. La deuxième version est portée à 500 cm3, ce qui bien sûr permet de porter là la puissance à 22 chevaux et 125 km/h en vitesse de pointe. Mais en fait, ces 2 versions sont en tout point identiques, mis à part la cylindrée de la deuxième version qui fait qu'elle pèse 5 kg de plus. Mais bon, vu que la petite faisait déjà 190 kg, la différence n'est pas si dingue. C'est pas ça qui va vous aider à béquer plus facilement. Alors par contre, c'était de très bonnes motos, de très bonne qualité, qui ont été construites de 1951 à 1954, à peu près 14 200 exemplaires, 350 et 500 cm3 confondus. Alors, bon, j'ai pris la caméra dans la main pour vous montrer les détails d'un peu plus près. Alors, concernant le moteur, ça n'avait rien de très avant-gardiste. En fait, c'était en grande partie des moteurs de type OSL. Donc, les OSL, c'était simplement en fait les modèles d'avant-guerre. Voilà, qui étaient du coup un peu améliorés pour les OST. Mais bon, il faut se mettre dans le contexte de l'époque. On est quand même à la sortie de cette moto-là très proche de la fin de la guerre. Et c'est donc quelque chose d'extrêmement coûteux de créer une machine de conception nouvelle de A à Z. Donc on recycle très souvent en fait les anciennes versions qu'on remet au goût du jour avec quelques petites modifications comme ici. Alors pour info, c'était très courant, tout le monde le faisait, c'était pas forcément de la triche. Chez nous en France par exemple, le plus gros exemple que je peux vous donner là maintenant, c'est la Tero, la 500 RGST. C'est une moto qui est sortie après-guerre, calquée sur un modèle d'avant-guerre. Donc là avec la 350 et 500 consuls, finalement c'est exactement la même chose. Il faut savoir que ces moteurs sont développés au départ en compétition par l'ingénieur anglais Walter Moore, connu à l'époque pour ses travaux chez Norton. Puis ces moteurs sont légèrement simplifiés et produits en série pour équiper les motos à échelle commerciale. Alors à première vue, quand on compare les 2 modèles, c'est-à-dire les avant et les après-guerre, on reconnaît quand même facilement certaines pièces qui sont assez similaires, qui ont été réutilisées pour les modèles d'après-guerre. Là par exemple sur le côté, il y a quand même le gros carter moteur, là où il y a marqué NSU. Voilà, ça c'est le genre de pièce qu'on peut trouver sur une moto d'avant-guerre, qui a été réutilisée, mais qui est quand même toujours encore du plus bel effet. Il y a certaines modifications qui ont été faites, qui apportent un vrai plus. Je pense par exemple à l'avance automatique. Donc en fait c'est une petite cam avec des maslottes, des ressorts qui s'ouvrent avec le régime du moteur, ça se situe là-dedans. Plus on accélère, plus les maslottes tournent vite, ça fait écarter les ressorts qui mettent l'avance à l'allumage, c'est quand même assez pratique. À côté de ça, il y a la grosse culasse là aussi. Il y a la nouvelle suspension hydraulique à l'avant, donc c'est fini le gros ressort central, le parallélogramme. Là on a une fourche quand même avec un débattement plus intéressant, c'est beaucoup plus confortable. Donc c'est fourche télescopique à ressort à amortissement hydraulique, comme ils appelaient ça à l'époque. Et à l'arrière c'est pareil, c'est amortissement hydraulique aussi. Et en plus de ça, elles ont la particularité à l'arrière d'être réglables. Donc là avec cette manette là, on augmente en fait la dureté. Je ne sais pas si vous vous rappelez la vidéo de la BMW, la R26 que j'avais fait, c'était un peu le même principe. Quand on est en solo ou en duo, la suspension à l'arrière, on peut la durcir ou la ramollir grâce à cette manette. Les 350 consuls ne sont pas non plus sans rappeler les Orex 350 Regina, sortis 1 an plus tôt, dont elles ont été en partie inspirées. Alors moi, ce qui m'amuse un petit peu de comparer quand je vois la 350 Orex avec la NSU, alors je compare les 2 motos là parce que c'est quand même 2 motos allemandes basées sur les mêmes caractéristiques entre guillemets, un 350 monocylindre 4 temps, qui sont sortis à peu près la même année aussi. Et donc voilà, ce qui m'amuse un petit peu, vous voyez, c'est ici, c'est ce tube en fait, le long du cylindre ici, et en fait là il y a les tiges de culbuteur qui actionnent donc les soupapes. Et à première vue, on dirait un petit peu, on a l'impression que c'est un arbre vertical qui actionne donc un pseudo arbre à cam en tête là au-dessus, ça donne un look assez sport. Ce qui est très sympa, mais alors c'est totalement illusoire puisqu'en fin de compte c'est juste un 4 temps culbuté tout à fait classique. Bien sûr à côté du moteur on a la boîte de vitesse. Alors on peut remarquer que sur ce modèle, l'influence anglaise est quand même assez omniprésente. On a donc une boîte de vitesse séparée du moteur, à 4 rapports, commandé au pied quand même, le kick qui est ici.
Contrairement aux motos allemandes où la sélection des vitesses se fait à gauche, ici elle se fait donc sur le pied droit et tout est inversé. C'est-à-dire que pour passer la première, on monte et ensuite pour monter les rapports, deuxième, troisième, quatrième, on descend. Donc c'est un petit peu bizarre quand on n'a pas l'habitude. En revanche, on s'y fait voilà, quand même assez vite. Alors, voilà, maintenant on va passer à la phase démarrage, donc c'est pas très compliqué, c'est un petit peu comme toutes les motos anciennes finalement. On s'assure que l'essence est bien ouverte. Alors là pour le coup on a 2 arrivées d'essence, là en dessous du réservoir, donc forcément 2 robinets, on met tout sur réserve, j'ai plus beaucoup d'essence. Une fois que l'essence arrive, on titille un petit peu au niveau du carbu, donc là j'ai déjà fait tourner avant, c'est plus tellement nécessaire. Le kick en position, le clou de contact qu'on enfonce dans le phare pour mettre donc le contact. Et ici j'aurai besoin de mes 2 mains, alors je vais poser la caméra pour démarrer. On observe quand même en dessous de la poignée d'embrayage, on observe que là j'ai une petite poignée, j'ai un petit levier qui actionne en fin de compte la décompression qui se fait sur la soupape d'échappement. Donc ça va nous permettre en fait de kicker, de passer la compression pour éviter qu'on a le piston en fait qui nous repousse vers le haut. Allez, c'est parti.
fin de cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère, enfin je pense, puisque si vous êtes là, c'est que c'est le cas. J'espère aussi que vous avez apprécié le format un peu plus dynamique que j'ai donné, que j'essaye en tout cas de donner dans cette vidéo-là. J'essaie de m'améliorer, donc au fur et à mesure on apprend des petites choses et puis on essaie de les mettre en application. En attendant, pour ne rien louper aux prochaines vidéos, et Dieu sait que j'ai encore plein d'idées dans mon garage, je vous invite donc à vous abonner, à liker, à partager et bien sûr à commenter. Je répondrai à toutes vos questions avec grand plaisir. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouvel épisode de Rétro Découverte. Nicht nur diese beiden waren NSU, auch die Familie. Der Handwerker, der Monteur, der Reisende, der Landwirt, der Geschäftsmann, die Post sowie Polizei und Reichswehr. Alle fahren NSU. Fahr auch du NSU.